Bonsoir, bienvenue à la conférence de la Banque transatlantique sur l'actualité financière et fiscale. Je suis Odile Legoc, membre du directoire de la Banque transatlantique. Je vous souhaite une excellente année 2022 à vous, clients de la Banque transatlantique qui vivez à l'étranger. La Banque transatlantique, ce sont 400 collaborateurs et 10 pays d'implantation. Un travail qui est collaboratif entre toutes nos entités, une capacité de booking sur 6 pays, booking et gestion, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux USA ou au Canada. C'est aussi une équipe d'ingénierie patrimoniale qui travaille ensemble sur l'ensemble de nos implantations. Pour ce soir, la conférence sera animée par Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la Banque transatlantique, et Pierre Carpentier, directeur de la gestion de Dubly Transatlantique Gestion. Nous aborderons 2 thèmes. Un thème financier, à quoi s'attendre sur les marchés financiers européens et américains en 2022. Et enfin, un thème fiscal, quelle fiscalité française pour les non-résidents et quelles nouveautés en 2022. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans la fenêtre QR code qui se trouve à droite de votre écran. Je passe la parole à Pierre Carpentier. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors effectivement, la première partie de cette présentation va s'articuler sur à quoi s'attendre sur les marchés financiers en 2022. Effectivement, nous allons revenir sur les sujets, les impacts notamment de la remontée des taux, le retour également sur cette année 2021 si particulière, principalement sur les pays occidentaux, et enfin, quels sont les risques à appréhender pour cette année à venir, risques qu'ils soient financiers, géopolitiques, et maintenant on peut même parler évidemment de risques environnementaux. Alors nous avons choisi ce soir de nous mettre un petit peu dans la peau d'un investisseur, d'un épargnant, d'un citoyen qui effectivement se promène et tombe sur ce kiosque à journaux où il observe toutes ces unes de presse. Ces unes, ces manchettes, vous les avez toutes vues, que vous soyez en Asie, aux États-Unis, en Europe, elles font la une des grands journaux internationaux et nous allons en dérouler quelques-unes puisque ce sont effectivement les questions que nous nous posons toutes et tous dans cet environnement. D'abord, effectivement, revenir sur ce qui est le point essentiel, qui est le niveau des taux d'intérêt. Hier, vous l'avez peut-être noté, le 10 ans allemand est repassé en territoire positif, la dette de l'État fédéral allemand. Ça n'était pas arrivé depuis 6 ans. Depuis 2016, en effet, la dette, le taux d'intérêt d'emprunt d'État de l'Allemagne est négatif. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans un contexte comme celui-ci ? D'abord, revenir effectivement sur cette mécanique, ce qui s'est passé au cours de ces 40 dernières années pour atteindre ces niveaux, comprendre ensuite quelles sont les causes de ces mécanismes, et enfin s'interroger bien évidemment sur la pertinence de détenir des produits de dette dans un tel contexte de niveau de marché de taux. Alors, il faut d'abord se rappeler que les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser au cours des 30, voire même des 40 dernières années. En effet, si on se réfère à l'OAT française, donc le taux d'État, le taux à 10 ans de l'État français, on constate qu'en 1990, la France s'endettait au taux de 9,5%. Ce taux a été divisé par 2 puisque une décennie plus tard, la France s'endettait alors à environ 5%. Pour atteindre en 2021 un taux de 0, l'État français est repassé, le taux d'intérêt de l'État français est repassé en territoire positif il y a quelques mois. Toutefois, on voit qu'on a une contraction extrêmement forte du prix auquel l'État s'endette. Dans le même temps, à l'inverse, on a eu une explosion du stock de dette de l'État français. En effet, on est passé de 400 milliards d'euros en 1990, soit 35% du PIB, à 800 milliards, soit un doublement 10 ans plus tard à 60% du PIB. Et enfin, en 2021, comme vous le savez toutes et tous, nous avons franchi le seuil symbolique des 110-115% du PIB en termes de ratio de dette sur PIB, avec une dette de l'État français aujourd'hui qui culmine environ à 2600 milliards d'euros, principalement avec une dynamique qui s'est accélérée au cours des 2 dernières années, étant donné les mesures de soutien déployées par le gouvernement auprès des entreprises et auprès des ménages. Alors, quelle est la cause de cette accélération à la baisse des taux d'intérêt, notamment sur la deuxième partie de la courbe que je vous ai présentée? C'est bien entendu l'action des banques centrales.
En effet, depuis 2008, les banques centrales sont devenues des acteurs incontournables sur les marchés de capitaux. Elles ont eu un rôle fondamental dans la gestion des conséquences de la crise financière des subprimes aux États-Unis en 2008, qui, comme vous le savez, a eu des conséquences sur l'ensemble de l'économie mondiale, entraînant par exemple la faillite de certaines grandes banques américaines et entraînant en Europe la nationalisation ou la recapitalisation de la plupart des grands établissements bancaires. Et donc, en fait, entre 2008 et 2011, les banques centrales, notamment en Europe et aux États-Unis, ont tenté effectivement de soutenir l'activité, de soutenir le crédit notamment, en utilisant des leviers monétaires dits non conventionnels, hein, c'est-à-dire qu'elles sont sorties de leur champ traditionnel d'action et qu'elles se sont positionnées notamment sur les marchés obligataires en achetant de la dette. Donc ceci a permis évidemment aux États et aux entreprises de continuer à lever des fonds dans des conditions d'emprunt tout à fait favorables et qui n'auraient pas été les mêmes évidemment si la Banque centrale n'était pas intervenue. Sur cette période de 13 ans environ, donc, la BCE a vu l'encours de son stock de papier, de son bilan, s'accroître de 6 600 milliards d'euros. Il a donc été multiplié par 6 sur la période. Aux États-Unis, le mouvement est encore plus impressionnant, puisque là, le bilan de la Fed a cru de 7 400 milliards de dollars sur la même période, soit une multiplication par 8. Actuellement, ces banques centrales mènent des politiques monétaires qui divergent de plus en plus, nous y reviendrons ultérieurement, mais effectivement, cet élément est central pour comprendre ce qui vient de se passer au cours des dernières années sur ces marchés obligataires. Dans cet environnement, il devient donc pertinent de s'interroger sur l'intérêt de détenir de tels produits, des produits de dette dans un portefeuille, pour qui souhaite évidemment voir son capital croître et progresser sur une période de temps relativement longue. Aujourd'hui, nous avons donc des papiers qui ne nous procurent aucune rémunération. Concrètement, vous prêtez 100 € à l'État allemand. Dans 10 ans, lorsque vous récupérerez votre capital, vous n'aurez perçu aucun intérêt puisque, comme je l'ai précisé, l'Allemagne s'endette à taux négatif. Et d'autre part, eu égard au niveau d'inflation actuel, la part de capital en taux réel, en valeur réelle, que vous recevrez sera inférieure à celle de votre investissement initial. Par ailleurs, il est à rappeler que le prix, la valeur en capital des obligations varie en sens inverse des taux d'intérêt. Ce qui signifie que lorsque les taux d'intérêt montent, la valeur en capital de la dette se déprécie. Et là, effectivement, nous sommes à la croisée des chemins, puisque la Banque centrale américaine a entrepris un resserrement monétaire qui, depuis maintenant quelques mois, a tendance à propulser le taux du 10 ans américain sur des niveaux assez élevés. On est à peu près à 1,85, une progression très sensible depuis le 31 décembre. Et donc, effectivement, 2022 s'annonce comme une année particulièrement difficile pour les gérants obligataires, mais aussi évidemment pour les porteurs de titres de dette. 2021 a déjà été une année extrêmement difficile avec beaucoup de volatilité sur cette classe d'actifs et effectivement nous considérons qu'aujourd'hui l'investissement obligataire demeure à risque étant donné effectivement ce resserrement monétaire que mettent en place les banques centrales pardonnez-moi, pour lutter contre la problématique de l'inflation qui affecte l'ensemble de nos économies. Dans le même temps, le marché action, lui, a connu un tout autre parcours. En effet, cette année, le CAC 40 a refranchi ce seuil symbolique des 7000 points qu'il a franchi au cours de l'été. Alors la presse en a beaucoup parlé puisque 7000 points, c'était la valeur de l'indice en 2000 au moment de son plus haut, soit juste avant l'éclatement de la bulle Internet. En réalité, en intégrant les coupons, le CAC 40 vaudrait plutôt aujourd'hui entre 9200 et 9500 points, mais c'est un seuil symbolique et d'ailleurs la plupart des grands marchés internationaux ont touché des plus hauts historiques au cours de cette année 2021, notamment d'ailleurs aux États-Unis où le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones ont atteint des sommets. Alors là, effectivement, on va essayer de mener à peu près le même travail que ce que j'ai présenté sur la partie obligataire, à savoir de s'interroger sur les raisons qui poussent les actions à la hausse, comprendre ensuite si effectivement cette hausse est homogène au sein de la classe d'actifs ou si on peut distinguer des divergences et des zones où on va dire l'accélération est plus forte que sur d'autres secteurs par exemple. Et enfin, le dernier point, c'est de savoir si cette hausse est régulière. La question apporte déjà évidemment la réponse en son sein, eu égard à ce que nous connaissons depuis maintenant 3 semaines, à savoir une correction relativement massive, notamment sur les valeurs de croissance, et nous y reviendrons bien évidemment. D'abord, revenons sur ce qu'aurait fait un capital de 1000 € si celui-ci avait été investi sur le marché américain, en l'occurrence le S&P 500. Si nous avions investi 1000 € en 1995, eh bien aujourd'hui, nous aurions environ 15 000 € de valeur de portefeuille. Donc on inclut évidemment les coupons et on inclut le problème de l'effet de change. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres sont arrêtés à début octobre, donc un niveau de S&P 500 qui était inférieur en plus au niveau auquel il est actuellement, ce qui veut dire que nous aurions un peu plus aujourd'hui.
En 2011, soit en pleine turpitude de la crise de la dette souveraine en zone euro et de la crise bancaire qui a affecté les grands établissements au sein de l'Union européenne, eh bien, si l'investisseur était rentré également à cette période, il aurait déjà tout de même multiplié son capital par 5. Et enfin, si ce même investisseur était entré dans les marchés en février 2020, soit juste avant l'effondrement des bourses lié à la pandémie, à la globalisation, à la mondialisation de la pandémie, eh bien, il serait toujours en territoire positif, avec un gain d'environ 35% sur cette période. Donc effectivement, on voit que ces marchés montent et qu'ils sont soutenus par des facteurs fondamentaux. Si on pouvait aller sur la page suivante, s'il vous plaît. Ces facteurs fondamentaux, c'est la qualité... pardon, excusez-moi. Voilà, pardonnez-moi. Donc c'est effectivement la montée des marchés avec des taux d'intérêt qui, en baissant, favorisent les marchés d'actions, pour plusieurs raisons que je vais évoquer, et de constater qu'entre 1995 et aujourd'hui, le S&P 500 a été à peu près multiplié par 10, par 9 environ. Dans le même temps, le taux de la dette à 10 ans de l'État américain s'est lui effondré, passant de 8% à 1,3% à la fin de l'année 2021. Cette baisse des taux, elle a deux avantages pour, un pour les entreprises et deux pour l'investisseur. Pour les entreprises, d'abord, elle réduit la charge financière lorsque celles-ci s'endettent, soit pour financer des projets de croissance interne via l'investissement, soit pour financer des projets de croissance externe par des opérations de fusion-acquisition, par exemple. Du côté de l'investisseur, donc les gérants d'actifs, eh bien effectivement, une telle baisse des taux entraîne des arbitrages stratégiques et contraint ou conduit ces mêmes investisseurs à effectivement souvent réduire la part obligataire dans les portefeuilles pour aller sur des actions dont les rendements sont parfois supérieurs à ce que peut procurer ce taux sans risque du 10 ans américain. Dans le même temps, les entreprises ont vu, on est toujours sur le segment du S&P 500, mais c'est un raisonnement qu'on peut généraliser sur l'ensemble des grands marchés des pays développés, et bien effectivement, ces entreprises ont connu une très forte accélération de leur rentabilité. Cette fois-ci, on se place sur les bénéfices par action, ce que les anglo-saxons appellent les EPS, qui en fait ont été multipliés par presque 6 entre 1995 et 2021. Enfin, il est à rappeler que les plus belles entreprises et les plus grandes entreprises des marchés développés sont souvent extrêmement bien notées par les agences de notation, les agences de rating, les Standard & Poor's, les Moody's ou les Fitch. En effet, on constate qu'environ 60% du S&P 100, donc le quintile le plus élevé du S&P 500, ont 60% de ces entreprises dont une notation supérieure à A, c'est-à-dire les meilleures notes qui puissent être obtenues. Et au sein du CAC 40, la moitié des émetteurs, la moitié des valeurs de l'indice atteignent effectivement ce niveau de notation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le même temps, les indices ont beaucoup évolué. On a eu effectivement des dynamiques au sein des marchés d'actions, au sein de la vie des sociétés, au sein des innovations économiques, qui ont conduit effectivement à des changements sectoriels extrêmement importants. Dans un premier temps, des secteurs traditionnels installés, vais-je dire, ont vu leur part relative baisser dans le poids des indices. Le secteur financier, par exemple, a vu sa part dans le MSCI All Countries, qui est un indice boursier qui regroupe aussi bien des sociétés des pays développés que des sociétés de pays émergents. Eh bien, la part des sociétés financières, banques et assurances principalement, est passée de 18 à 13% de l'indice. L'effondrement est beaucoup plus brutal sur le secteur de l'énergie, sur le compartiment oil and gas, pétrole, où effectivement là on a une division par 4 du poids de ces secteurs dans cet indice, ce qui montre effectivement les dynamiques qui en fait habitent ces indices et la manière dont les bourses évoluent. C'est absolument fondamental également d'avoir cet élément à l'esprit pour qui souhaite à nouveau constituer du capital sur les marchés financiers sur le long terme. Et à l'inverse, on a un secteur qui, lui, a littéralement explosé puisque son poids a été multiplié par 2 et qu'il est aujourd'hui le premier secteur dans les indices. C'est la technologie au sens large, donc aussi bien les entreprises qui produisent des équipements, je vais penser au hardware, que les entreprises qui produisent des solutions ou des logiciels, donc l'aspect plutôt software. Et donc, effectivement, on a le poids de ce secteur qui est passé de 16 à 32%. Et au sein même de ce secteur, 5 sociétés se distinguent particulièrement. Ce sont les fameuses GAFAM, dont le poids a été multiplié par 5 dans les indices entre 2000 et aujourd'hui, avec en plus l'idée, en 2010 et aujourd'hui, l'idée que Facebook ne cotait pas encore en 2010 sur les marchés de capitaux. Facebook a été introduit environ en 2015 ou en 2016. Et d'ailleurs, on voit une très nette accélération depuis 2017-2018 du poids de ces valeurs relatives au sein des indices. Donc effectivement, on a ces éléments d'un point de vue sectoriel. Maintenant, je vais m'attarder sur la composition géographique et voir quelles sont les dynamiques qui en fait animent le MSCI All Country. Il y a deux choses extrêmement fortes à avoir à l'esprit.
D'abord, c'est l'explosion du poids des États-Unis dans cet indice, qui est lié à l'envolée du secteur de la technologie, puisque les États-Unis sont un pays qui héberge un grand nombre de sociétés innovantes dans ce secteur. Eh bien, le poids relatif des États-Unis dans l'indice a cru de 50% et atteint aujourd'hui presque 60% de l'indice MSCI All Country. À l'opposé, nous avons les pays émergents, ce qui était convenu d'appeler au début du XXIe siècle les BRICS, qui ont vu leur poids relatif fortement baisser. Ces pays ont été très affectés d'un point de vue sanitaire et économique par la pandémie de Covid-19. On les illustre au travers de ces trois drapeaux, donc le Mexique, l'Inde et le Brésil. Et bien effectivement, ceux que nous présentions au début des années 2000 comme les leaders de ce nouveau siècle en économie, ce pari aujourd'hui est clairement remis en cause, compte tenu de la fragilité grandissante de ces économies. L'Europe elle-même est en recul, elle est en recul relatif parce que certes l'Europe dispose de champions, mais l'Europe est toujours tout de même représentée boursièrement sur les secteurs un peu anciens que j'ai exposés précédemment. Le secteur bancaire et le secteur financier en général a un poids assez conséquent dans beaucoup d'indices nationaux au sein de l'Union européenne, et le secteur du pétrole et du gaz est également encore relativement important. Enfin, la Chine, c'est important, a vu certes son poids doubler dans l'indice, mais nous restons tout de même à un niveau de 4%, ce qui est extrêmement faible. Et donc, c'est là qu'il est important d'avoir à l'esprit qu'il est fondamental de détenir ces actions américaines pour qu'ils souhaitent effectivement générer une performance de long terme, parce que, effectivement, les moteurs de croissance boursiers des indices sont essentiellement aujourd'hui les sociétés américaines. Et donc, enfin, il convient de s'interroger sur la régularité de cette croissance. On a vu effectivement qu'on pouvait multiplier un capital par 15 sur une période de temps assez longue, mais tout de même, c'est une croissance qui est très, très importante. Est-ce que cette croissance est un long fleuve tranquille ou est-ce que le parcours est semé d'embûches? C'est ce que je vous propose effectivement de regarder à présent. Si on reprend les trois grandes crises récentes que nous avons connues, d'abord la crise de 2008, donc la fameuse crise financière liée au subprime et au marché des titres de dette américains, nous avons assisté à l'époque à une baisse de 55%. Il faut savoir en réalité que vous aviez environ sur cette période 19 à 20 mois de baisse des marchés. Et ensuite, nous avons eu à nouveau 35 mois nécessaires, 37 mois, pour revenir à la valeur des indices d'avant-crise. C'est la première fois lors de cette crise que les banques centrales ont mis en place ces nouvelles modes d'intervention et qui ont caractérisé ensuite les deux autres crises sur lesquelles je vais revenir, à commencer par celle de 2018, que vous avez probablement oublié puisqu'elle a été relativement courte. Nous sommes à ce moment-là en novembre-décembre 2018. Janet Yellen est aux commandes de la Banque de la Réserve fédérale américaine. À présent, elle siège au Trésor à la Maison-Blanche. Et donc, elle resserre la politique monétaire américaine, elle augmente les taux. Ce faisant, elle conduit à ce que les taux longs s'apprécient également et ces derniers atteignent le niveau de 3% en décembre de 2018. Au même moment, le secteur pétrolier s'emballe à la baisse avec un effondrement du prix du baril. Et là, effectivement, se pose la question du coût de l'endettement pour les entreprises, leur capacité à absorber cette hausse des taux d'intérêt et donc des charges financières. Et donc les marchés ont été fortement agités, puisqu'on a eu une baisse d'environ 20-25% sur une période de 2 mois. Et là, la remontée a été extrêmement rapide, du fait notamment de la capitulation de la Banque centrale américaine, qui dès janvier 2019 a mis un terme à sa politique de resserrement pour revenir sur une politique un peu plus expansionniste. Enfin, dernière crise, c'est ce sont les conséquences économiques et financières de la pandémie de Covid-19, avec l'effondrement des marchés en Europe et aux États-Unis fin février, à partir du 25, qui est à peu près le moment où les premiers cas de décès de Covid-19 apparaissent en Europe et montrent que cette pandémie est un phénomène mondial. Et là, effectivement, on a eu un effondrement total des marchés sur une période relativement courte, 1 mois, puisque le 27 mars, les banques centrales ont décidé d'intervenir massivement, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avec des programmes d'achat dédiés d'actifs financiers dans le cadre de la pandémie. Et donc là également, le rebond aura été assez rapide, puisqu'il aura fallu environ 10 mois pour que les grands indices retrouvent leur niveau effectivement d'avant la crise. Alors quels sont à présent, et c'est le troisième volet de cet exposé, les risques et les menaces à appréhender pour celle ou celui qui souhaite effectivement aller sur les marchés actions et les marchés de capitaux en général. Là, on a évoqué des éléments purement économiques, mais il existe également d'autres éléments à considérer et à appréhender lorsque l'on établit une allocation au sein d'un portefeuille. D'abord, effectivement, ce sont ces deux manchettes qui l'illustrent parfaitement, ces nouveaux risques dont nous parlons de plus en plus. D'abord, effectivement, les conséquences et les risques financiers liés au dérèglement climatique.
et d'autre part, effectivement, la manière dont la Chine change son positionnement dans le concert des nations, effectivement, avec une politique un peu plus isolationniste et effectivement, une fermeture au monde de plus en plus importante. Alors d'abord, effectivement, s'interroger sur quelles peuvent être les conséquences financières du dérèglement climatique. Ici, nous vous présentons les chiffres les plus importants du rapport du GIEC qui a été publié en septembre de l'année dernière. Et à cette occasion, le groupe d'experts rappelle que si effectivement les températures montaient entre 2 et 5 degrés à horizon environ 2100, nous aurions en conséquence une augmentation du niveau des mers et des océans de l'ordre de 40 cm, ce qui entraînerait évidemment des dérèglements sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques majeurs et qui de fait auraient des coûts qui sont estimés, calculés. Le GIEC estime qu'effectivement ces coûts seraient de 1700 milliards à horizon 2025 par an si nous ne faisions rien. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1700 milliards de dollars, c'est environ le PIB d'un pays comme l'Italie, donc un pays membre du G7. Et enfin, si effectivement nous ne faisions rien à horizon 2075, eh bien là, nous atteindrions un coût annuel de 30 000 milliards de dollars par an, ce qui est supérieur actuellement au PIB américain, une dépense qu'évidemment les économies ne sauraient supporter. Alors certes, il y a un coût. Les entreprises, les 215 plus grandes sociétés internationales estiment ce coût à environ 970 milliards de dollars. Certaines entreprises ont d'ailleurs essayé de commenter ces chiffres cet été lors de la période des grands incendies aux États-Unis ou des inondations en Allemagne, qui ont eu des conséquences pour des corporates réputés et qui ont été en mesure de chiffrer effectivement ces éléments climatiques. Il y a toutefois cependant des opportunités qui, elles, sont estimées à 2100 milliards, un chiffre beaucoup plus élevé, lié notamment à la politique d'électrification de l'économie visant, elle, à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on imagine effectivement toutes les opportunités qu'on peut trouver dans le secteur de l'automobile électrique, de l'automatisation, etc., etc. Alors, nous avons également une deuxième menace sur laquelle nous souhaitons nous attarder, ou plutôt un événement à intégrer, mais qui peut constituer effectivement une menace pour les portefeuilles. C'est l'attitude du gouvernement chinois vis-à-vis des entreprises et de l'écosystème financier, si je puis dire, de ces sociétés. De plus en plus, en effet, l'État chinois s'ingère dans la gestion des entreprises de son pays. Nous avions été assez interpellés lorsque, en décembre 2020, Xi Jinping, le président de l'État chinois, avait interdit l'IPO de Ant, qui est la fintech du groupe Alibaba, ce géant de la vente à distance, de la vente en ligne, du commerce en ligne. Dans la foulée, Jack Ma, le président fondateur de ce groupe Alibaba, avait disparu pendant environ 6 semaines. Et à l'été, nous avions eu également la remise en cause de l'objet social de certaines sociétés. Il existe en effet en Chine un marché très développé de l'éducation privée, avec des acteurs qui cotent en bourse. Les Chinois capitalisent et dépensent beaucoup d'argent pour l'éducation de leurs enfants, qui en fait ont des compléments de cours le soir ou le week-end, et via des acteurs privés. Et Xi Jinping a décrété que, effectivement, des sociétés liées au secteur de l'éducation n'avaient aucune vocation à dégager des bénéfices et qu'elles devenaient des sociétés à but non lucratif. Et là, c'est un pan entier de la cote qui s'est effondré. Une société comme Gaotu, par exemple, qui cotait 50 milliards de dollars en mars de l'année dernière, a vu sa valeur boursière s'effondrer à moins de 4 milliards, soit de son montant de trésorerie, au cours de l'été, lors de cette prise de décision. Nous avons enfin ces problématiques liées à l'encadrement, par exemple, du secteur des jeux vidéo et donc l'entrée de plus en plus forte de l'État chinois dans la vie privée des ménages et des individus. Et également sur la politique que peut mener la Chine avec ses voisins, qui parfois effectivement conduit à certaines tensions, notamment avec Hong Kong, qui a été réintégré et rétrocédé à la Chine il y a maintenant plus de 10 ans, et sur laquelle Pékin resserre de plus en plus l'étau sur les libertés accordées aux citoyens de Hong Kong. Enfin, nous avons ce problème de la relation avec l'île de Taïwan, qui, comme vous le savez, a toujours généré des tensions entre Pékin et Taipei. Et effectivement, Xi Jinping est en train effectivement de vouloir prendre un peu plus le contrôle, ce qui pourrait mener à des tensions très fortes sur l'ensemble de la zone Indo-Pacifique. Enfin, la dernière menace, qui n'est pas illustrée par une manchette de presse, mais que nous avons toutes et tous à l'esprit, c'est effectivement ce risque de remontée inflationniste. Les États-Unis aujourd'hui traversent la période d'inflation la plus forte qu'ils aient connue depuis 1982, soit 40 ans. Nous avons en effet atteint le taux de 7% sur l'indice des prix à la consommation, le CPI, publié pour le mois de décembre il y a quelques semaines. Cet emballement inflationniste pourrait conduire la Banque centrale américaine à monter plus vite et plus haut ses taux d'intérêt,
Elle a d'ailleurs déjà accéléré son tapering, c'est-à-dire le fait de supprimer les injections de liquidités dans les marchés. Elle devait mettre un terme à cette opération en juin 2022. Elle a finalement décidé d'y mettre un terme en mars de cette année, ce qui laisse plus d'espace pour entreprendre une remontée des taux au cours de l'année. Et par ailleurs, aujourd'hui, certains grands cabinets d'analyse ou de prospection tablent sur 4 hausses des taux aux États-Unis de la part de la Banque centrale. Alors, si ces hausses de taux venaient à être trop rapides ou trop puissantes, elles pourraient casser la dynamique de croissance actuelle et effectivement affecter l'activité des entreprises. Elles auraient aussi par ricochet des conséquences sur les marchés d'actions. C'est ce que nous avions d'ailleurs connu en 2013 lorsque Bernd Bernanke, qui à l'époque présidait l'institution, avait effectivement réentrepris un cycle haussier sur les taux directeurs américains. Il avait alors cassé la dynamique de croissance de l'économie, ce qui avait été effectivement, il faut ensuite revenir en arrière et rétropédaler pour permettre aux entreprises de reprendre, de redémarrer leurs activités. Et c'est effectivement cette période qui va être très difficile et qui va constituer l'un de nos principaux points d'observation. Voilà, donc ceci était effectivement le premier volet de cette présentation, donc dédié à la partie financière. Je vais à présent laisser la parole à Bertrand Cosson, le directeur de l'ingénierie patrimoniale de la Banque transatlantique, qui lui va vous fournir un éclairage sur les aspects fiscaux. Merci Pierre, bonjour à tous. En effet, en complément de ces actualités financières, je vais vous parler moi de fiscalité, puisque en effet, vous choisissez d'abord un placement financier pour ces considérations financières et ensuite se pose la question de la fiscalité qui peut s'appliquer. Vous qui nous écoutez, vous êtes non-résident, client de la Banque transatlantique, on espère bien évidemment futur client de la Banque transatlantique. Et c'est vrai que quand on est non-résident, on a une difficulté supplémentaire à gérer sur le plan fiscal. C'est notamment le fait que si on a du patrimoine ou des revenus de source française, il va falloir connaître la fiscalité française qui va s'appliquer à ces revenus ou à ces plus-values. Il va falloir aussi maîtriser la convention fiscale signée entre la France et votre état de résidence. Et enfin, dernier point, il va falloir connaître la fiscalité en matière de système local. Quelle est la fiscalité dans votre état de résidence? Voilà, donc nous, dans notre propos, ça sera déjà pas mal dans les 1 quart d'heure, 20 minutes que va durer cette partie fiscale. On va se contenter de voir la partie française et la partie générale des conventions fiscales, bien évidemment sans rentrer dans les considérations de fiscalité locale qui vous appartiennent aux uns et aux autres. Donc 3 parties pour ce propos. Une première partie sur la loi de finances pour 2022. Vous allez le voir, cette loi de finances comporte peu de grands changements fiscaux, que ce soit pour les résidents ou les non-résidents. Et en effet, on a décidé pour cela de faire un focus plus précis sur les revenus et les plus-values de produits financiers situés en France. Et ensuite, des questions que vous avez assez souvent sur la partie immobilière, tant sur la partie revenus que plus-value immobilier de source française. Donc sur la première partie, la loi de finances pour 2022, il n'y a en effet pas de modification de principe de la taxation. Il n'y a pas de modification concernant la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique en France qui a été mis en place depuis 2018. Il n'y a pas de modification non plus sur les prélèvements sociaux. Il n'y a pas de modification en matière d'impôt sur la fortune. Et il n'y a pas de modification en matière de droit de succession et de droit de donation. Alors là, quand même, un petit précision, puisque comme vous le savez, on est en période d'élection, de préélection présidentielle, qui auront lieu maintenant dans quelques mois. Et en ce moment, en effet, on entend beaucoup de choses qui concernent les droits de succession et les droits de donation. Donc là, c'est plutôt, en règle générale, des projets de candidats à l'élection présidentielle. Mais il y a aussi un rapport assez intéressant du Conseil économique qui a été publié au mois de décembre 2021 et qui peut inspirer peut-être certains candidats ou peut-être le futur président ou présidente de la République. Et notamment ce rapport indiquait qu'il fallait supprimer un certain nombre de régimes fiscaux de faveur en matière de droit de succession et de droit de donation, et notamment 2 régimes fiscaux de faveur que nous on utilise quasiment tous les jours. Le premier en matière de transmission d'entreprise qui s'appelle le pacte Dutreil, qui est un outil assez privilégié pour transmettre une entreprise avec une fiscalité
beaucoup plus favorables. On a notamment un abattement de 75% sur la valeur. Et là, dans ce rapport, ils indiquaient de au moins diminuer cet abattement à 50%, voire de carrément supprimer ce régime dit du trail. Et le deuxième aspect de ce rapport, c'est notamment la suppression de la fiscalité agréable, favorable en tout cas, de l'assurance vie. Et donc là aussi, c'est quand même un point important. Donc ça, c'est un projet. Pour l'instant, il n'y a aucune modification qui a été votée. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup de considérations sur les droits de succession et les droits de donation. Donc à suivre, bien évidemment, dans les mois qui viennent sur ces plans-là. Et puis en effet, le dernier point important, qui finalement est une stabilité, en tout cas de la réforme qui avait été votée et maintenue il y a 5 ans, c'est le nouveau taux d'impôt sur les sociétés. Donc ça y est, la baisse programmée et progressive du taux d'impôt sur les sociétés, elle est terminée, elle se termine en 2022, elle n'a pas été modifiée. Et donc aujourd'hui, le taux d'IS pour toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, est le taux de 25% d'impôt sur les sociétés. Il y a toujours le taux des PME à 15% qui s'applique, jusqu'à 38 120 euros de bénéfices. Mais pour toutes les sociétés, au-delà de ce montant, c'est maintenant 25% de taux d'impôt sur les sociétés. Vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, on était quand même à 33 1/3% d'IS, donc quand même une baisse importante. Donc là aussi, voilà on va dire une trajectoire de baisse qui maintenant est terminée, en tout cas du côté du législateur. Alors où on en est en matière de barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de source française. Donc le barème, pour les revenus des non-résidents qui sont soumis à ce barème, le barème n'a pas été modifié. On est toujours sur 5 tranches d'imposition, de 0 à 45% de taux d'imposition. On a juste revalorisé pour 2021 les tranches de 1,4%, donc qui correspond à l'inflation calculée sur l'année 2021. Concernant plus spécifiquement les non-résidents qui ont des revenus de source française, notamment s'ils ont des retraites imposables en France ou des salaires imposables en France ou pourquoi pas des plus-values de stock options ou d'actions gratuites imposables en France, ils sont en effet soumis à une fiscalité de non-résidents particulière puisqu'il y a d'abord un taux de retenue à la source qui s'applique, qui peut être libératoire ou non libératoire en fonction des montants. Donc par exemple, en 2021, pour ceux qui ont eu moins de 43 563 euros de revenus imposables, par exemple de salaire, ils ont subi une retenue à la source de 0% jusqu'à 15 000 euros, de 12% sur la deuxième tranche qui fait 28 000 euros. Et ensuite, ces taux d'imposition qui ont été pris à la source sont libératoires de l'impôt sur le revenu. Donc il y avait un projet l'année dernière de réforme de cette fiscalité et finalement elle a été maintenue l'année dernière et donc elle est toujours valable aux actualisations des tranches près pour cette année. Alors concernant plus spécifiquement les revenus financiers, on verra ensuite les plus-values de nature financière. Globalement, en effet, un non-résident de France, il va avoir une fiscalité en général plus favorable qu'un résident de France sur ses revenus et ses plus-values, on le verra juste après, de sources financières. Je vous ai pris 3 exemples qui sont les 3 revenus qu'on a le plus souvent dans nos clients. Le premier type de revenu, c'est tout ce qui est placement à revenu fixe. Ça peut être des livrets bancaires, des obligations. Pierre l'a dit tout à l'heure, les revenus de produits de taux diminuent, mais il y a encore des revenus positifs. Pour un non-résident, la France prévoit une exonération de fiscalité sur ce type de revenus. Donc là, on n'a même pas besoin de faire jouer une convention fiscale. Il y a de toute façon 0% d'imposition sur ce type de revenus. Deuxième type de revenu, les dividendes de sociétés françaises. Et là, les dividendes de sociétés françaises, depuis le 1er janvier 2018, la réforme de la flat tax, ces dividendes sont soumis à un taux d'imposition unique de 12,8%. Attention, quand on a des dividendes importants ou des revenus de sources françaises importants, on peut avoir en plus des 12,8% l'application de ce qu'on appelle la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui a un taux de 3 ou de 4%, qui au-delà de certains seuils peut s'appliquer aussi à un non-résident.
Que se passe-t-il en général dans les conventions fiscales? Bien évidemment, il faudra avoir à chaque fois votre convention fiscale. La France en a signé plus de 120 conventions fiscales avec les différents États. C'est le premier réseau conventionnel mondial, la France. Donc en général, vous avez toujours une convention fiscale entre la France et votre État de résidence. Et en général, ce que prévoit la France, les conventions signées par la France en matière de dividendes, c'est une retenue à la source maximum de 15% de fiscalité. Donc vous voyez, 15% par la convention fiscale, 12,8% par le droit interne. Donc là, clairement, dans la plupart des cas, c'est le 12,8% qui vont s'appliquer. Le taux de la convention, c'est un taux maximum. Ce n'est pas un taux qui s'applique uniquement, en effet, si le taux de la France est plus important que le taux de 15%. Mais vous voyez que depuis 2018, ce n'est plus le cas. Et puis, troisième typologie de revenus financiers, on a souvent des questions de nos clients sur ces placements-là. C'est, on avait des contrats d'assurance vie français, on s'est expatrié dans un autre pays que la France. Et donc, quelle est la fiscalité des rachats éventuellement qu'on pourrait faire sur des contrats d'assurance vie français? Et là, la fiscalité est un peu plus compliquée puisqu'il va falloir distinguer la date de versement des primes. Si vous avez versé les primes avant le 26 septembre 2017, vous allez avoir un taux globalement de 15% ou de 7,5% si votre contrat a plus de 8 ans de délai de détention. Attention, un point important pour les non-résidents, ils ne bénéficient pas des petits abattements de 4 600 et 9 200 euros qui s'appliquent après 8 ans. Les non-résidents n'ont pas droit à ces abattements. Donc vous voyez, donc prime avant le 26 septembre 2017, 15 ou 7,5%, et prime versée à compter du 26 septembre 2017, là on retrouve le taux de flat tax qui s'applique aussi à l'assurance vie, c'est-à-dire 12,8%. Et là, que prévoit la plupart des conventions fiscales? La plupart des conventions fiscales, elles prévoient dans ce cadre-là une retenue à la source qui va souvent être de 0%. Par exemple, ça va être le cas avec le Royaume-Uni. Si vous êtes résident au Royaume-Uni, la convention entre la France et le Royaume-Uni prévoit une imposition de 0% sur les rachats de contrats d'assurance vie. Bien évidemment, cette condition, elle est liée au fait d'être imposé du côté britannique. Et il y a d'autres conventions qui limitent les taxations des intérêts à 10% de fiscalité. Vous voyez, donc là on aura, par exemple, si on a 12,8% en France et que la convention dit 10%, vous voyez, c'est la convention à 10% qui va s'appliquer. Alors en matière de plus-value financière, là aussi j'ai pris 3 exemples les plus courants. Le premier exemple sur un plan d'épargne en action. Là, un plan d'épargne en action, depuis maintenant une dizaine d'années, lorsque vous quittez la France, vous pouvez conserver votre plan d'épargne en action. Et ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue français, il n'y aura pas de fiscalité si vous faites des retraits sur votre plan d'épargne en action. Donc là, 0% de fiscalité. Bien évidemment, attention à votre fiscalité locale, puisque en général, la fiscalité locale ne connaît bien évidemment pas le plan d'épargne en action, et donc elle pourrait taxer en plus-value, voire pourquoi pas des dividendes qui seraient versés sur ce plan d'épargne en action. Mais en tout cas, du point de vue français, pas d'imposition. Il en est de même en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières. Vous avez un compte titre à la Banque Transatlantique avec des titres français. Vous cédez ces titres français. Là aussi, il est prévu une exonération de plus-value sur les valeurs financières. Une exception qui est quand même importante, c'est si jamais vous êtes soumis à l'exit tax, au moment où vous avez quitté la France, vous avez fait une déclaration d'exit tax, là évidemment, si vous vendez des titres qui sont soumis encore à l'obligation d'exit tax, la taxation sera bien évidemment française pour cette quote-part soumise à l'exit tax. Donc vous voyez, donc côté PEA, côté plus-value, on va dire classique, on n'a même pas besoin des conventions puisqu'on a 0% de fiscalité du point de vue français. Une exception quand même qui concerne assez souvent nos clients qui ont des sociétés familiales de source française. Là, en effet, quand on a une détention familiale supérieure à 25% du capital d'une société française, là, on peut être soumis à la fiscalité française au taux de 12,8% plus CEHR. Et là aussi, il va falloir regarder justement, est-ce que la convention fiscale permet toujours à la France de taxer
ces plus-values sur participation familiale, ou est-ce qu'au contraire, la Convention retire à la France le droit de taxer cette plus-value? Troisième partie sur l'immobilier. Cette fois, vous êtes nombreux en général en tant que non-résidents à conserver ou à avoir des investissements immobiliers en France. Globalement, sur l'investissement immobilier locatif, puisque vous savez que la France ne taxe pas la jouissance de biens immobiliers, contrairement à d'autres pays d'ailleurs, mais en France, on ne taxe pas la jouissance des biens immobiliers. Par contre, on taxe bien évidemment en France les revenus locatifs de ces biens immobiliers. Et globalement, pour synthétiser, vous avez 3 régimes d'imposition sur des revenus locatifs en France. Le premier, c'est le régime dit des revenus fonciers, qui va s'appliquer aux locations dites nues de biens immobiliers, que ce soit de l'habitation ou des biens professionnels. Location nue égale imposition dans la catégorie des revenus fonciers. Si jamais vous faites de la location meublée, en France, c'est vrai que c'est une des spécificités aussi françaises, la location meublée n'est pas le même régime fiscal que la location nue. Là, en location meublée, vous avez un régime dit BIC, bénéfices industriels et commerciaux, qui est finalement un régime d'entreprise. D'où notamment le fait de pouvoir, en tout cas en régime réel d'imposition, le fait de pouvoir amortir les biens immobiliers. Et vous avez une troisième possibilité pour de l'investissement locatif, c'est de créer en France une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette société soumise à l'IS, du point de vue français, va créer une opacité fiscale. Ça veut dire que vous n'aurez plus de déclaration de revenus à faire. C'est la société qui va devoir intégrer les loyers dans sa déclaration de résultat fiscal et le soumettre à l'impôt sur les sociétés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme le taux d'IS a beaucoup baissé en France, avec un taux d'IS à 15 et 25%, pour notamment les PME, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de clients qui ont des revenus immobiliers importants qui choisissent d'être plutôt à l'impôt sur les sociétés qu'en location nue, voire en location meublée. Puisque quand je suis en location nue, en location meublée, on va le voir juste après, il y a les taux minimums d'imposition qui s'appliquent, mais là je peux être soumis au barème, et le barème ça peut aller jusqu'à 45 voire 49% d'imposition avec la CEHR. Alors concernant les non-résidents, alors la slide suivante n'est pas prise pour l'instant, voilà, merci. La slide suivante, c'est en effet l'imposition spécifique sur l'immobilier qui s'applique aux non-résidents et notamment le taux minimum d'imposition. C'est vrai qu'un non-résident, comme il est imposé que sur ses revenus de source française, le législateur prévoit un taux minimum d'imposition et ce taux a augmenté il y a quelques années. Jusqu'à 26 000 euros, ce taux minimum d'imposition est de 20%. Et à partir de 26 000 euros de revenus fonciers imposables dans l'année, il est de 30%. Donc vous voyez, donc là c'est quand même un taux qui peut être assez important, mais il y a toujours une possibilité éventuellement de déclarer ses revenus mondiaux pour avoir une imposition sur un taux moyen d'imposition au lieu d'avoir l'application de ces taux de 20 et de 30%. Et le point en matière en effet de prélèvements sociaux, avant de finir sur les plus-values immobilières, en matière de prélèvements sociaux, il est clair que ça a surpris un petit peu les non-résidents quand ce texte a été voté il y a une dizaine d'années. Il y a eu énormément de contentieux sur les prélèvements sociaux des non-résidents, mais toujours est-il qu'à l'heure où on parle, il y a toujours des prélèvements sociaux pour les non-résidents. Mais en fait, depuis 2019, il y a en fait 2 sortes de prélèvements sociaux pour 2 sortes, si je puis dire, de non-résidents. Si jamais vous êtes résident de l'espace économique européen ou de la Suisse et que vous êtes soumis à un régime de sécurité sociale local, par exemple vous êtes résident suisse et vous travaillez en Suisse, voilà, sur les revenus immobiliers, c'est la même chose pour les plus-values immobilières, vous ne serez soumis en France aux prélèvements sociaux qu'à un taux de 7,5%. Vous ne payez pas la CSG-CRDS, mais vous devez payer le prélèvement de solidarité. Par contre, si vous êtes résident hors espace économique européen et la Suisse, par exemple, vous êtes résident potentiellement là aux États-Unis, par exemple, je sais que certains nous écoutent, là, hors espace économique européen, hors Suisse, vous êtes résident américain soumis au régime de sécurité sociale américain, a priori, vous allez devoir payer
la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité, c'est-à-dire 17,2% de prélèvements sociaux, comme si vous étiez résident français. Et ces prélèvements sociaux s'ajoutent à l'impôt sur le revenu qu'on a vu précédemment sur les revenus immobiliers. Les prélèvements sociaux pour les non-résidents ne s'appliquent jamais pour les revenus financiers ou les plus-values financières. C'est uniquement sur la partie immobilière. Et le dernier point, en matière de plus-value immobilière, en effet, quand vous êtes non-résident, vous êtes soumis à des règles spécifiques quand vous vendez un bien immobilier en France. Il y a une exonération assez récente qui est la première cession, la cession de l'ancienne résidence principale. C'est un dispositif un petit peu nouveau qui permet à ceux qui ont quitté la France, sous certaines conditions, de continuer à bénéficier de l'exonération de l'ancienne résidence principale. Et attention, c'est qu'il y a aussi une condition sur le pays. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les pays de résidence qui permettent cette exonération, mais seulement certains pays de résidence, en particulier ceux qui ont signé avec la France une convention d'assistance au recouvrement. Deuxième exonération spécifique qui existe depuis longtemps, un abattement de 150 000 € qui va s'appliquer pour la première cession d'une habitation en France. Et la troisième spécificité importante, c'est pour tous les résidents qui sont hors espace économique européen, ils doivent désigner un représentant fiscal en France. Et dès lors que vous avez une plus-value imposable, vous avez une imposition, c'est le dernier tableau, si il veut bien s'afficher, merci beaucoup. Où globalement, c'est un petit peu compliqué puisque vous avez 4 taux d'imposition qui peuvent s'appliquer à une plus-value immobilière, mais vous bénéficiez, comme un résident, des abattements pour délai de détention. Donc la France, ce sera mon mot de conclusion, en matière de plus-value immobilière, ça peut être un enfer, entre guillemets, fiscal, si on doit payer 46% de fiscalité sur une plus-value immobilière, et ça peut être aussi un paradis fiscal, si on a 30 ans de délai de détention, et on va avoir 0% d'imposition sur la plus-value. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je suis prêt, avec Pierre, à répondre à toutes vos questions financières pour Pierre et fiscales pour moi. Merci. Merci beaucoup, messieurs, pour la clarté de votre exposé. On va donc pouvoir passer à présent aux questions-réponses. Première question pour toi, Bertrand. Où en sommes-nous au niveau de l'IFI ? Oui, merci. C'est une très bonne question. En effet, on n'en a pas parlé. L'impôt sur la fortune immobilière, j'ai juste dit quand même dans l'introduction qu'il n'y avait pas eu de grands changements en matière d'IFI. Donc globalement, on est toujours sur un seuil à 1,3 million de patrimoine immobilier net imposable en France, c'est-à-dire les actifs moins les passifs. S'il y a moins d'1,3 million, on n'a pas de déclaration d'IFI à faire. Si on a plus d'1,3 million de valeur d'immobilier en France, on a une déclaration d'IFI à faire, quand on est, y compris quand on est non-résident. Et donc là, il y a un barème qui s'applique entre 0,5 et 1,5%. Mais globalement, voilà, pas de modification importante en 2022. Merci beaucoup. Prochaine question pour toi, Pierre. Comment vous positionnez-vous sur l'actuelle baisse des marchés observée depuis ce début d'année ? Oui, merci beaucoup également pour cette question. En effet, depuis le début de l'année, et eu égard au mouvement sur les marchés de taux que j'ai évoqué lors de la présentation, nous avons une certaine correction sur les marchés d'actions et notamment sur certains secteurs d'activité. L'illustration de ce mouvement, c'est la baisse du Nasdaq, l'indice phare des valeurs de technologie, de biotechnologie et des valeurs d'innovation, si je peux dire, qui lui corrige assez fortement depuis le début de l'année avec une baisse de l'ordre de 7%, là où les marchés européens, eux, sont entre moins 2 et 1% environ. Alors on a ce mouvement effectivement sur les taux longs américains qui a effectivement eu pour conséquence d'affecter les marchés sur les actifs risqués, donc les actions. Toutefois, nous restons relativement confiants sur ces choix pour plusieurs raisons. D'abord, celle que j'ai évoquée, c'est que souvent les sociétés des valeurs de croissance, ce genre d'entreprise, disposent de bilans et de comptes de résultats extrêmement solides. La plupart des acteurs de la technologie, eu égard aux structures de cette activité, qui sont très faibles en intensité capitalistique par exemple, eh bien effectivement, les besoins de financement sont moins élevés, la dette est souvent très faible. Par ailleurs, nous avons d'ailleurs démarré cette semaine la saison des publications des résultats des entreprises. Les entreprises publient actuellement leurs résultats annuels 2021 et nous éclairent avec leurs perspectives pour l'exercice 2022. Pour le moment, et sur les secteurs que nous suivons et qui nous tiennent à cœur, on constate que les choses et les résultats sont plutôt bons.
On a la même chose au niveau des banques américaines que nous observons de très près parce qu'elles sont très intimement liées au fonctionnement de l'économie. On voit par exemple qu'une des plus grandes banques américaines qui a publié hier montre une dynamique assez forte dans l'octroi de crédits immobiliers pour les ménages, ce qui montre qu'effectivement on a un marché immobilier qui reste soutenu. Le marché immobilier est souvent très important dans la génération de PIB dans les pays des économies développées. Donc effectivement, nous restons relativement confiants. On a effectivement un dégonflement des valorisations qui avait fortement monté en novembre et en décembre. Et donc on revient actuellement sur des choses plus durables et plus soutenables. Nous n'exprimons pas une inquiétude folle, vais-je dire, par rapport à ce qui se passe. On a connu d'ailleurs cet ajustement au tout début de l'année dernière. Les taux américains s'étaient fortement appréciés jusqu'à atteindre 1,75% le 31 mars. Puis les choses se sont renormalisées. Je ne vais pas dire qu'on s'attend nécessairement à un bis repetita dans les mêmes conditions. Toutefois, on pense qu'effectivement, le fait d'être sur ces titres, pour qui souhaite faire du capital et le faire prospérer à long terme, demeure effectivement une clé à avoir dans son portefeuille. Merci beaucoup Pierre. Une autre question pour toi Bertrand. Est-il avantageux de réaliser des donations de son patrimoine à ses enfants avant de redevenir résident ? Oui, merci. C'est en effet une très bonne question, assez classique dans la bouche des non-résidents. En effet, le point d'attention, c'est de se dire, dès qu'on devient, à l'instant, si je puis dire, où on devient résident fiscal français, et les critères sont les mêmes en France en impôt sur le revenu qu'en droit de donation, un donateur qui veut faire une donation, il va être soumis au droit de donation français. Donc ça veut dire que si on veut faire une donation je dirais, hors du champ d'application de l'impôt français, en effet, il peut être intéressant de l'envisager avant l'éventuel retour en France. Alors attention, parce que les règles de territorialité en France, il ne suffit pas d'être un donateur non résident de France pour ne pas être soumis à l'impôt en France, notamment par exemple si vos enfants donataires sont résidents français et l'ont été au moins pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, même si vous êtes donateur résidents français, vos enfants sont en France, ils vont recevoir une donation de donataire et voilà, ils vont être soumis de toute façon à la fiscalité française et aussi, ça peut être aussi le cas des biens situés en France, que ce soit des actifs immobiliers, ça on y pense assez facilement, mais aussi pour des actifs financiers. Le fait d'avoir une assiette en France fait aussi qu'il y a une taxation en France. Donc voilà, donc le conseil que j'aurais à donner, c'est déjà d'étudier la situation de résidence, on va dire, de toute la famille, des biens qu'on envisage de donner à ses enfants. Mais en tout cas, ça peut être un très bon réflexe de se poser la question avant de devenir résident fiscal français. Merci Bertrand. Compte tenu du temps qui nous est alloué, nous allons pouvoir prendre une dernière question. Il y en a beaucoup. Donc dernière question pour toi Bertrand. Dans le cas d'un retour en France, quand faut-il réaliser ses plus-values ? Avant le 31 décembre de l'année précédente, le retour bien évidemment, ou seulement quelques mois avant le retour ? Alors là, je comprends, ça peut être une stratégie aussi d'arbitrage. Donc là aussi, c'est un peu le même réflexe qu'en matière de donation. Dès lors que vous devenez résident français, à l'instant où vous devenez résident français, vous êtes imposé sur vos plus-values financières de manière mondiale, même si les comptes titres ou les titres sont déposés à l'étranger. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on est non-résident, même sur des titres français, on n'est pas soumis à l'impôt sur la plus-value en France. Donc du point de vue français, si on raisonne uniquement sous l'angle français, en effet, il peut être plutôt intéressant éventuellement de vendre des valeurs avant de devenir résident fiscal français. Bien évidemment, il ne faut pas rentrer dans un cas d'abus de droit ou d'abus de résidence ou ce genre de choses. Il faut se poser en tout cas la question par rapport à ça, mais globalement, en effet, il sera, sauf abus de droit, plus intéressant en général du point de vue de français de vendre en tant que non-résident qu'en tant que résident. Par contre, si vous êtes résident d'un État, ça veut dire que votre plus-value, elle va être soumise à la fiscalité de cet État. Donc il faut aussi vérifier que la fiscalité de cet État n'est pas éventuellement plus importante que la fiscalité française. Voilà, donc voilà globalement, on va dire, les paramètres fiscaux, au-delà des paramètres financiers, on va dire, pour vendre une valeur, mais voilà globalement les paramètres fiscaux qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons donc pouvoir terminer ce webinaire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et une bonne journée aux États-Unis.
Merci de votre Bonne journée à attention. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir.